Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de VYP. Aujourd'hui, nous allons parler à baseball et plus précisément d'un livre de Gaëtan Alibert intitulé Une histoire populaire de baseball. Pour nous parler de cet ouvrage, nous recevons l'Yvelinois Gaëtan Alibert sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Alors, de quoi parle ce livre ? Ce livre parle de baseball, mais pas que. C'est un livre qui va amener les lectrices et les lecteurs sur l'histoire du baseball, mais une histoire qui va être connectée à la grande histoire du monde. Alors, particulièrement aux États-Unis, parce que c'est là où le baseball est né et a pris une importance presque parfois capitale dans la culture populaire, voire même politique du pays, mais on va aussi aller dans d'autres contrées de ce monde. Et donc c'est un livre voilà, qui est une sorte d'odyssée à travers le temps et l'espace. Carrément. Oui, moi j'ai essayé en tout cas de le construire comme ça, une sorte de, à la fois un essai de vulgarisation historique autour du baseball, mais aussi une sorte de conte ou de roman à travers le portrait de 5 femmes et 5 hommes qui ont eu une importance particulière dans l'histoire du baseball, mais aussi dans la société dans laquelle ils ont évolué, et elles ont évolué. Est-ce que vous êtes vous-même passionné de baseball ? J'imagine que oui. Oui, alors assez tardivement, parce que je suis arrivé dans le baseball vers la fin de ma vingtaine, début de trentaine, quand je suis arrivé sur Paris en 2008. Avant ça, je connaissais le baseball sans plus, hein. J'avais découvert... j'avais dans mon petit bled des Cévennes, d'où je viens, dans le sud de la France, un club. Je savais qu'il existait sans savoir vraiment ce que c'était. C'est dans les années 2000 où j'ai découvert Le club de Montpellier, je suppose. Alors le club du Vigan, les Coyotes du Vigan. Le club de Montpellier, dans lequel j'ai vécu pendant 10 ans, je l'ai découvert bien plus tard, après être parti de Montpellier, bizarrement. Mais on pourrait y revenir, mais c'est vraiment en arrivant... c'est en regardant un anime japonais qui s'appelle Major, qui m'a vraiment donné l'envie de connaître ce sport. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, pour le travail, je me suis dit, nouvelle vie, nouvelle ville, pourquoi pas un nouveau sport ? Et c'est à ce moment-là que je suis rentré dans l'univers du baseball, et je suis tombé malheureusement très vite accro. Alors vous avez écrit dans votre livre à ma compagne Gabi et ma fille Charlotte, dont il faut louer la patience pour supporter ma dévorante passion du baseball. J'ai l'impression que vous regardez beaucoup de baseball à la télévision et que vous allez souvent au stade. Pas que regarder. C'est surtout que moi, j'aime pas être acteur. J'aime pas être spectateur, pardon. J'aime bien être acteur. C'est-à-dire que quand je m'empare d'un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, j'ai besoin d'agir. Et quand je suis rentré dans le baseball, je ne pouvais pas être simplement un consommateur de sport, comme malheureusement on le trouve dans beaucoup de clubs, et pas que dans le baseball, hein. Mais j'avais besoin de m'investir, donc je suis devenu bénévole. J'ai coaché, j'ai arbitré, j'ai pris des responsabilités dans le club, à la communication, à la direction. À l'époque, c'était au Paris Université Club. Et en fait... j'ai commencé à me documenter sur le baseball, son histoire, et moi je suis un féru d'histoire. J'adore aussi tout ce qui est lié à la culture, aux arts, et en fait le baseball a une culture historique extrêmement riche, a des connexions avec la culture, les arts extrêmement foisonnantes, et du coup j'ai eu envie de toujours plus apprendre, et quand j'apprends, j'aime bien partager ce savoir-là. Et du coup j'ai commencé à écrire sur des sites sur l'histoire du baseball, sa culture, et puis plus récemment à participer à des podcasts. Du coup c'est assez prenant en termes de temps d'écrire, de préparer des podcasts, de les tourner, puis ensuite d'écrire un livre, parce que ça c'est beaucoup de temps et d'énergie, en plus d'être bénévole, et en plus effectivement de regarder des matchs. Alors les matchs américains c'est surtout sur internet ou à la télé, mais ça prend quand même du temps. Tard dans la nuit, alors heureusement depuis peu je travaille de nuit, donc ça me permet de regarder un peu plus facilement des matchs, mais oui ça prend du temps. Une passion prend du temps de toute manière. Et vous regardez principalement le championnat américain ou vous vous intéressez un petit peu à tous les championnats dans le monde entier ? Je suis 2 championnats. Premièrement, la Major League Baseball aux États-Unis, parce que c'est la grande scène du baseball mondial, et que j'écris, je fais des podcasts là-dessus. Donc je suis ça, notamment les New York Yankees, qui est mon équipe préférée. Et puis également le championnat français. Toujours un œil sur ce qui se passe, notamment les grosses équipes comme les Cougars de Montigny, mais aussi Rouen, Le Puc, Sénart. On va dire qu'en Ile-de-France, autour de l'Île-de-France, on a pas mal de très gros clubs très performants. Et puis de temps en temps, un œil sur aussi les équipes au Japon ou en Amérique latine, qui sont les 2 autres grands pôles du baseball dans le monde. Vous consacrez combien de temps par semaine au baseball ?
Je pourrais pas vraiment donner en termes de temps, parce que déjà c'est un peu variable selon les saisons. Bon là, la saison de la MLB reprend, donc ça va me prendre un peu plus de temps chaque semaine. C'est très variable, mais on va dire que c'est une passion qui structure mon temps. Et quel est l'objectif de ce livre? C'est transmettre votre passion, justement? Oui. L'idée du livre, c'était de transmettre ma passion à deux types de publics, les passionnés et les néophytes. J'ai écrit ce livre vraiment pour pouvoir intéresser ces deux publics-là, parce que bon, c'est un sujet de niche, si on parle que de baseball, et je ne trouvais pas forcément ça intéressant de ne parler qu'à des gens qui s'y connaissent déjà ou qui connaissent déjà. L'idée, c'était aussi de sortir du cercle des passionnés pour aller dire aux gens, oui, le baseball existe. Et contrairement aux images reçues, aux idées reçues qu'on peut avoir de lui, un sport lent, ennuyeux, très lointain, il n'y a que les Américains qui peuvent comprendre, non, de montrer que c'est un sport qui est universel. Déjà, c'est une des pratiques sportives les plus mondialisées qui soient. Et puis, c'est un sport qui va au-delà, justement, de la simple sphère sportive, qui a des connexions avec l'histoire, avec la culture, qui parle des nations dans lesquelles il est notamment devenu un sport référence, un sport majeur. Et donc voilà, l'idée c'était de construire un récit qui permette de contenter les passionnés qui en France parfois ont un peu de mal à trouver une lecture en français sur le baseball, et de aussi permettre à des gens qui n'y connaissent rien de se rendre compte que le baseball est extrêmement intéressant, même si parfois on a pu s'ennuyer devant un match, ce que je peux concevoir. C'est pas toujours très, très simple selon les matchs qu'on regarde, mais de dire qu'en fait c'est un sport qui est extrêmement passionnant. Et comment on fait pour parler justement à un public amateur? L'idée, c'est de trouver la bonne astuce. Moi, l'astuce, elle a été, je pense, d'aller chercher des parcours hors normes. Voilà. Si je suis parti sur des parcours hors normes et pas forcément sur des individualités qu'on connaît même en France, genre Babe Ruth, Joe DiMaggio, Jackie Robinson, ça c'est parfois des noms qui peuvent parler à certaines personnes en France parce que ça a traversé l'Atlantique. Donc je suis allé chercher des personnes qui sont assez méconnues, même aux États-Unis parfois, qui sont pas forcément les personnalités les plus connues du monde du baseball, mais qui ont eu des parcours assez incroyables, comme Edith Newton qui est dans le premier chapitre, qui était une joueuse de baseball dans les années 20, qui est partie avec son équipe féminine faire une tournée au Japon et qui se retrouve abandonnée avec son équipe au Japon sans le sou par les promoteurs parce que la tournée a mal débuté et n'a pas rapporté assez d'argent, et donc elles se sont retrouvées en galère en plein milieu d'un pays étranger. Elles ne connaissaient pas la langue, ne connaissaient pas la culture. Elles ont été sauvées par des bienfaiteurs qui leur ont permis de revenir aux États-Unis. Enfin, voilà. Et en même temps, c'est insolite, et en même temps, ça dit aussi beaucoup de la condition des femmes dans le baseball et dans la société à ce moment-là. Donc j'ai essayé d'articuler ça, des parcours assez insolites pour vraiment intéresser, accrocher ce côté conte un peu romanesque, mais aussi parler de l'histoire de manière plus générale. Oui, beaucoup de petites anecdotes, c'est ça l'objectif? C'est ça, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de notes de bas de page dans ce livre, c'est parce que j'avais parfois du mal à laisser certaines informations sur le côté. Mais il y a beaucoup, enfin ça dépend les chapitres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de digressions. C'est-à-dire que j'aime bien partir d'un parcours originel, mais aussi d'aller voir les rencontres qui ont été faites lors de ce parcours et qui permettent de s'ouvrir sur d'autres histoires. Et je pense que ça fait un récit qui est assez foisonnant. Bon, il y a près de 400 pages, mais qui est apparemment, de retours que j'ai eu, est extrêmement intéressant parce que ça se lit assez simplement malgré le foisonnement d'informations. Vous utilisez beaucoup de termes techniques en anglais dans votre livre. C'est un choix ? Oui, c'est un choix parce que je souhaitais immerger le lecteur et la lectrice dans le récit et dans la culture populaire du baseball. Alors en fait, je mixe. Des fois, je vais partir sur des termes anglais, des fois, je vais partir sur des termes français, je l'explique. Tous les termes techniques sont expliqués dans le livre en note de bas de page pour que quand on a un terme qui apparaît et qu'on ne comprend pas, on peut de suite savoir quelle est la référence plutôt que d'aller sur un glossaire, un lexique en fin de bouquin. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'avoir une lecture très fluide, mais quand même de mettre effectivement des éléments un peu plus techniques ou des termes anglais qui ne sont pas forcément compris de prime abord pour justement que la personne puisse s'immerger dans l'univers du baseball et puisse ensuite y naviguer tranquillement.
Dans votre livre, vous parlez également beaucoup de femmes dans le baseball, dans le softball. Il y a notamment une Yvelinoise dont vous parlez sur quelques pages. C'est Mélissa Mailleux qui a grandi ici à Montigny-Bretonneux, au Cougar de Montigny-Bretonneux. Est-ce qu'elle représente l'évolution du baseball, peut-être ? Elle a fait beaucoup parler d'elle. Hein. Oui, elle a fait beaucoup parler d'elle, notamment en 2015, quand elle a été la première femme à l'international à pouvoir être signée par une franchise de la MLB. Ça a fait un buzz mondial. On en a parlé beaucoup aux États-Unis, notamment sur les grandes chaînes sportives américaines, au Japon, enfin un petit peu partout. Et encore aujourd'hui, quand, par exemple, je sais pas, sur MLB.com, ils font un article sur où en est le baseball au féminin, Mélissa, régulièrement, effectivement, est mentionnée. Moi, je voulais parler de Mélissa dans le livre, absolument. Tout comme je voulais absolument qu'il y ait une parité dans les personnalités. Donc effectivement, c'est 5 femmes, 5 hommes, c'est une parité qui a été voulue, parce que je voulais que le matrimoine du baseball soit mis en avant. C'est une histoire qui a longtemps été enfouie, mise dans l'ombre, qui ressort depuis quelques décennies, petit à petit. Mais par exemple, c'était parfois là où j'ai dû faire les recherches les plus poussées pour avoir des informations, contrairement aux hommes du livre. Et je voulais effectivement parler de Mélissa. Alors j'ai pris un autre personnalité pour être le fil rouge, qui est Julie Croteau, parce qu'elle permet de montrer comment le baseball féminin a pu avoir une renaissance à la fin des années 80. Mais ça me permettait aussi de parler de Mélissa, qui a eu un impact extrêmement fort en France. Elle a été un déclencheur d'un mouvement beaucoup plus profond pour permettre aux femmes d'accéder au baseball, parce que jusqu'au milieu des années 2010, une femme, à partir de 16 ans, elle devait soit arrêter le baseball et passer au softball, soit arrêter tout court. Donc là, maintenant, les femmes peuvent jouer au softball et au baseball en France, y compris en senior. Et ça, Mélissa a beaucoup aidé à cette cause. Et puis surtout, elle est le symbole d'un baseball au féminin qui a retrouvé des couleurs ces dernières décennies. Alors même si maintenant elle joue au softball aux États-Unis, à Louisiana University, qui est une des plus grandes équipes universitaires de softball aux États-Unis, elle garde toujours ce lien avec le baseball. D'ailleurs, elle était championne d'Europe en 2019 avec l'équipe de France. Donc voilà, c'était vraiment important de parler de Mélissa. C'est une personnalité à part dans notre culture française du baseball. Dernière question, très rapidement. Comment vous voyez l'évolution du baseball ici en France ? Très rapidement, il nous reste une trentaine de secondes. Alors, plutôt positivement, pendant très longtemps, il a été dans l'ombre. Depuis une grosse dizaine d'années, il se médiatise et j'espère que mon livre va contribuer à le faire sortir encore plus de l'ombre. Merci à vous, Gaëtan Alibert. Merci d'avoir participé à ce nouveau numéro de VYP. Vous nous avez donné envie de nous mettre au baseball. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire populaire du baseball, aux éditions Black Elephant.